Cette jeune femme est un véritable mystère ambulant, aussi étrange qu'une énigme sans solution. Chaque matin, inlassablement, elle démonte et remonte un anneau composé de 9 segments. Et ce n'est pas un simple rituel, elle chronomètre chaque geste, chaque étape. Elle n'a pas peur du monde, non. Mais sans ses écouteurs vissés sur les oreilles, impossible pour elle de franchir la porte de chez elle. Le monde extérieur est trop bruyant, trop imprévisible. Parler avec elle, une mission presque impossible. Elle emploie sans s'en rendre compte des mots étranges, comme pour tenir les autres à distance. Même passer un simple coup de fil est une épreuve. Avant d'appeler, elle rédige un script détaillé, anticipe toutes les réponses possibles. Mais une fois le téléphone à l'oreille, elle bégaie, perd ses mots, se fige. Ce n'est qu'en remettant ses écouteurs qu'elle retrouve un semblant de contrôle. Elle souffre aussi de légers tocs. Tout doit être rangé avec une précision chirurgicale. Chaque objet, chaque papier, chaque chose doit retourner à sa place exacte. Elle n'a aucun ami, aucun. Elle vit dans une bulle silencieuse, sous la protection bienveillante de son père, un ancien policier à la retraite. Depuis toute petite, elle a toujours été fascinée par les affaires criminelles non résolues, celles qui hantaient autrefois son père. Ce monde l'obsède au point qu'elle semble y être enfermée psychologiquement. Le diagnostic est tombé tôt, schizophrénie infantile. Un esprit enfermé dans l'univers d'une nuit étoilée, figé dans une enfance sans fin. Son nom, c'est Patience. Devenue adulte, elle s'est installée discrètement au service des archives de la police. Un lieu parfait. Peu de contacts, pas de collègues et une routine rigide dans laquelle elle se perd volontairement. Chaque jour se ressemble. Rien ne dépasse, rien ne bouge. Jusqu'au jour où tout change. On lui demande un jour de sortir un dossier, une simple tâche. Mais lorsqu'elle apporte le document, elle tombe sur une femme inspectrice, absorbée par son téléphone, en pleine conversation par SMS. Patience ne sait pas comment l'aborder. Alors, maladroitement, elle tente une blague. « Tu sais que tes chaussettes ne sont pas assorties? Mon t-shirt et ma culotte ne le sont pas non plus. » Une tentative étrange, malaisante. Et comme si le monde s'effondrait autour d'elle, Patience panique et s'enfuit. Cette détective, elle s'appelle Béa, et elle sent tout de suite que cet archiviste est loin d'être ordinaire. Quelque chose l'intrigue. Alors, curieuse, elle tente de la rattraper par la fenêtre. Mauvaise idée, on croit qu'elle veut se plaindre. On l'envoie poliment, écrire un mail au supérieur. Mais Béa ne lâche pas. Elle trouve un moyen de revenir discrètement. Ce moment fugace, aussi maladroit soit-il, est leur toute première rencontre. Elles ne le savent pas encore, mais ces deux femmes, que tout oppose, vont bientôt former l'un des duos les plus brillants que la police ait jamais connus. Béa pensait que Patience s'était trompée de dossier. Mais Patience, d'un calme glacial, lui répondit « Je ne fais jamais d'erreur ». Et en effet, elle avait raison. Les deux affaires se ressemblaient à s'y méprendre. Dans les deux cas, les victimes étaient des psychiatres. Et dans un étrange hasard, ou peut-être un schéma bien précis, elles étaient mortes le 4e vendredi du mois. Mais ce matin-là, un événement bien plus étrange encore secoua le quartier. Un vieil homme surgit dans une agence bancaire, visiblement en panique. Il bouscula la file, se précipita au guichet, exigeant de retirer 8000 livres en liquide. Une fois l'argent en main, il sortit en titubant. Puis, sous les yeux médusés de quelques passants, il jeta l'intégralité des billets à la poubelle. Mais ce n'était pas tout. Il se dirigea vers le parking, ouvrit le coffre de sa voiture, en sortit un jerrycan, l'ouvrit et s'aspergea d'essence. Sans une hésitation, sans une parole, il craqua une allumette. Et dans un éclat de flamme, il mit fin à ses jours. Un suicide brutal, incompréhensible. Et pourtant, toutes les preuves pointaient vers une conclusion simple. Suicide volontaire. Aucune trace d'agression, aucun complice, aucune lutte. Les caméras de surveillance confirmaient que l'homme avait tout fait seul. Mais il y avait un détail. La victime était un ami personnel du chef de la police. Et pour sauver les apparences, impossible de classer l'affaire à la va-vite. L'enquête fut confiée à Béa. Elle examina chaque seconde de la vidéo. 90 secondes. C'est tout ce qu'elle avait. Puis elle se rendit chez les proches de la victime. Surprise, l'homme, psychologue réputé, était joyeux, optimiste, sans le moindre signe avant-coureur. Il n'avait montré aucun trouble. La seule bizarrerie, son insistance à retirer ces fameux 8000 livres, quelques heures avant de mourir. Et là, un souvenir ressurgit. Des années plus tôt, une femme s'était tranché les veines 3 heures après avoir retiré 6000 livres. Elle venait tout juste d'accoucher la veille. Rien dans sa situation ne laissait croire à un geste suicidaire. Par curiosité, Béa demanda le dossier de cette affaire. Et là, encore. Patience avait joint une 3e affaire similaire, presque identique dans ses moindres détails. Profession, montant en liquide, date de décès. Trop d'éléments concordaient. C'était impossible que ce soit un hasard. Et un témoignage de dernière minute bouleversa tout. Le directeur de la banque déclara que juste avant sa mort, le vieil homme avait semblé comme désorienté,
absent, presque sous influence. C'est à ce moment-là que Patience devint l'élément central de l'enquête. Son père, conscient des critiques qu'elle recevait au commissariat, l'avait poussée à prouver qu'elle pouvait être utile. Alors, le lendemain matin, elle attendit Béa devant la porte du poste de police. Avec calme et fermeté, elle déclara « Je pense que la victime a été influencée par une forme d'anesthésiant, quelque chose qui a altéré son jugement. » Une hypothèse que Béa avait complètement négligée. Mais alors qu'elles entraient dans l'ascenseur, la foule compacte oppressa Patience. Son souffle se coupa, la panique monta. Et avant que les portes ne se ferment, elle bondit hors de la cabine, en état de crise. Elle avançait seule, lentement, vers le bureau. Et ce qu'elle allait découvrir allait changer le cours de l'enquête. Dans le silence du bureau, Patience prend la parole. D'une voix timide, presque effacée, elle avance une hypothèse qui fait frémir l'assistance. Les pupilles dilatées de la victime pourraient indiquer un empoisonnement. Un murmure parcourt la pièce, et Patience poursuit, imperturbable. Elle évoque un composé organique rare, la scopolamine, une substance effroyable, surnommée parfois l'eau magique, car elle rend ses victimes dociles, malléables, privées de volonté. Elle peut provoquer des amnésies profondes, des troubles mentaux, et pousser à l'irréparable sans que la victime ne s'en rende compte. Mais voilà, la scopolamine a une demi-vie très courte. En à peine 9 heures, elle peut disparaître du sang. Un rapport toxicologique classique ne détectera rien. Pourtant, si elle est inhalée, il est possible d'en retrouver des traces, dans les voies respiratoires. Le médecin légiste, abasourdi, l'interrompt. Il la regarde, incrédule. Comment cette jeune fille étrange, venue des archives, ose-t-elle débiter de telles absurdités devant un expert? Mais l'idée fait son chemin. Heureusement, le corps du vieil homme n'avait pas été trop endommagé par les flammes. Une nouvelle analyse est lancée, et le choc est total. 17 microgrammes de scopolamine sont retrouvés dans son système respiratoire. La cellule d'enquête se réunit aussitôt. Le climat est tendu. Les regards se croisent. Quelqu'un a manipulé cet homme. Mais Patience, elle s'efface. Assise dans un coin, elle semble s'enfoncer dans ses pensées, prisonnière d'un doute profond. Peut-être ne sera-t-elle jamais capable de vivre seule, ni d'être une personne utile comme le voudrait la société. Elle veut tant aider, tant appartenir à ce monde. Mais au moment crucial, les mots s'en mêlent, la gorge se serre. Quand Béa l'interpelle, Patience sursaute. Elle tente de parler, mais bégaie. Et dans un élan de panique, elle s'échappe de la salle de réunion, fuyant ce poids qu'elle porte constamment. Ce soir-là, en quittant le commissariat, Béa décide de la suivre de loin. Elle pense que Patience rentrera chez elle, mais non. Elle la voit entrer dans un bâtiment discret, une salle de soutien pour personnes autistes. À cet instant, un frisson traverse Béa. Son propre fils présente les mêmes signes, les silences, le repli, l'isolement. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Béa rentre plus tôt. Elle s'assoit aux côtés de son fils. Et là, elle découvre quelque chose d'incroyable. L'enfant possède un don, un talent presque surnaturel pour les mathématiques. Mais comme Patience, il préfère dialoguer avec les animaux qu'avec les humains. Le lendemain matin, Béa se replonge dans les 2 anciens suicides. Elle découvre que l'une des victimes, bien qu'elle vivait à quelques rues, avait réservé 12 fois une chambre dans le même hôtel au cours de l'année précédant sa mort. Intriguée, Béa retourne sur le lieu du drame. Dans la salle de bain, un détail avait échappé à tout le monde. Un cigare inachevé. Personne n'avait noté cela auparavant. Elle demande immédiatement une vérification approfondie. Et très vite, le personnel de nettoyage de l'hôtel confirme que les séjours de la victime étaient toujours aux alentours de 15 heures. Quelques heures plus tard, elle rend visite à la veuve de la seconde victime. Et c'est là qu'elle apprend un secret bouleversant. L'homme souffrait de dépendance sexuelle. Un traitement avait été entamé en secret. Mais s'il cachait cela et que l'autre victime aussi fréquentait cet hôtel, alors peut-être que tout cela est lié. Et puis, il y a cette somme en liquide retirée juste avant chaque suicide. Un indice de plus qu'il probablement payait quelque chose ou quelqu'un juste avant de mourir. L'enquête avançait. Béa venait de découvrir qu'une transaction mystérieuse avait bien eu lieu avant la mort de la victime. Un détail crucial. Mais à peine avait-elle commencé à reconstituer les pièces du puzzle que tout bascula. Un collègue fit irruption dans son bureau. Patience vient d'être arrêtée. La stupeur. Les images de vidéosurveillance étaient accablantes. Seulement 36 heures après l'immolation du vieil homme, Patience s'était faufilée sur les lieux du crime. Pourquoi? Que cherchait-elle? Et ce n'était pas tout. En poursuivant l'analyse du fameux cigare, un autre détail glaçant surgit. La victime était le psychologue qui avait diagnostiqué Patience schizophrène lorsqu'elle était enfant. Pour les enquêteurs, cela devenait un mobile potentiel. Elle était donc suspecte. Et pourtant, cette Patience si étrange, toujours avec ses 2 parapluies, au cas où l'un se casse, si maladroite qu'elle fuit les gens qu'elle connaît plutôt que de les saluer. Cette jeune femme qu'on ne voit à l'aise qu'assise contre un pilier, en quête de stabilité. Cette Patience-là, les policiers la voyaient désormais comme une menace. Lors de l'interrogatoire,
Elle paniquait. Elle serrait les mains, regard fuyant, respiration rapide. Elle ne pouvait même pas parler. Les mots restaient bloqués au fond de sa gorge. Ce silence n'était pas de la culpabilité. Mais seule une personne qui a vécu ce genre de crise peut vraiment comprendre à quel point il est difficile de s'exprimer quand tout en soi hurle, sans pouvoir sortir un seul mot. Voyant cela, le chef de la police quitta la salle, impuissant. Mais Bea, elle, n'abandonna pas. Elle courut jusqu'à son bureau. Il fallait qu'elle parle, qu'elle l'explique. Et soudain, quelqu'un entra dans le commissariat. Un visage familier. C'était un ancien policier à la retraite, mais pas n'importe qui. Le parrain de Patience. L'un des rares à savoir qui elle est vraiment. Et à ce moment-là, tout le monde comprit. Patience était autiste. Lorsque la porte de la salle d'interrogatoire se rouvrit, les regards changèrent. On ne voyait plus une suspecte, mais une jeune femme fragile, perdue dans un monde qu'elle ne maîtrise pas. Bea fut la seule à s'approcher, doucement, sans un mot. Et là, tout bascula. Patience était plongée dans ses souvenirs d'enfance. Comme à chaque fois qu'on lui posait une question, elle se repliait sur elle-même. Elle relisait mentalement des titres de livres pour fuir le réel. C'était son refuge depuis toujours. Mais ce jour-là, la douceur de Bea fit la différence. Patience ouvrit enfin la bouche. Elle expliqua qu'elle s'était rendue sur la scène du suicide pour retrouver le cigare suspect. Car en consultant une photo du dossier, elle avait remarqué ce même cigare dans le cabinet du psychologue. Ce détail, elle en était sûre, liait les trois affaires. Mais malgré tous ses efforts, malgré avoir fouillé toute la voiture, elle ne l'avait pas trouvé. Bea n'attendit pas une seconde. Elle réunit immédiatement une équipe pour fouiller à nouveau le parking. Pourtant, ce même véhicule avait déjà été inspecté par la police, de fond en comble. Alors, qu'allait-il y découvrir cette fois-ci? Bea insistait. Quelque chose la poussait à vérifier un dernier recoin, le tuyau d'échappement de la voiture du défunt. Et elle avait raison. À l'intérieur, elle trouva la moitié du cigare disparu. Ce détail, dissimulé avec soin, venait tout changer. Les enquêteurs analysèrent à nouveau les images de surveillance, mais pas de la scène du crime, celle d'un bâtiment voisin. Et là, une silhouette se dessina. Un individu vêtu de noir, glissant une enveloppe, la même que celle contenant les 8000 livres retirés peu avant la mort, dans sa veste. Le lien était fait. Ce n'était plus un suicide, c'était un meurtre déguisé. Face à cette révélation, le chef de la police convoqua immédiatement une cellule spéciale. Il se tourna vers Bea. « De quoi as-tu besoin pour avancer ?» Elle répondit sans hésiter. « De patience, en tant qu'assistante civile à l'enquête. » Le chef accepta, mais il y avait une condition, obtenir l'autorisation de son tuteur légal. Et c'est là que l'histoire de Patience se révéla. Son parrain, cet ancien officier qu'on avait vu surgir au commissariat, était aussi un ancien collègue de son père biologique, policier lui aussi. À la mort de ce dernier, il avait pris Patience sous son aile. Depuis toute petite, elle était suivie pour un autisme prononcé, mais son père refusait de la faire interner. Pour lui, elle n'était pas malade, seulement différente, une enfant à part. Jusqu'à ses 12 ans, Patience ne prononçait presque aucun mot. Puis un jour, son père ramena à la maison un dossier non résolu. Et ce fut comme un déclic. Elle parla, pour la première fois. Et à partir de là, son autisme se transforma en force. Malheureusement, peu après, sa mère mourut. Puis ce fut son père, tombé en service. Quant à sa participation à l'enquête, son parrain refusa de l'influencer. « Il faut que cela vienne d'elle », dit-il simplement. Alors, Bea décida d'agir. Elle se rendit personnellement auprès de Patience dans la salle d'archives et lui fit une demande solennelle. « J'aimerais que tu rejoignes mon équipe. » Mais Patience eut peur. Pour elle, tout changement est une tempête. L'inconnu la paralyse. Elle se recroquevilla, refusant doucement mais fermement. C'est là qu'un homme intervint discrètement. Le président de l'association locale de soutien aux personnes autistes. En écoutant leur histoire, il eut une idée lumineuse. Les personnes autistes ont souvent un intérêt obsessionnel pour quelque chose, ce qu'on appelle leur zone de sécurité. Lui collectionnait des cartes de membres. Patience, elle, avait une passion unique, résoudre des énigmes. Lorsqu'elle est confrontée à un mystère, elle oublie de manger, de dormir, incapable de s'arrêter, tant qu'elle n'a pas la réponse. Ces mots allumèrent une lumière chez Bea. Elle retourna voir Patience, mais changea de stratégie. Elle ne lui parla plus d'équipe ni de travail. Elle commença par la remercier, sincèrement, pour son aide précieuse. Puis, tout en partant, elle lança 2 questions comme des appâts dans l'air. Pourquoi le meurtrier ferait tout ça pour si peu d'argent? Et ces cigares, quelle est leur véritable signification? Elle monta dans sa voiture et s'éclipsa. Mais ces mots résonnèrent comme un électrochoc. Pour Patience, c'était comme si Bea venait de déposer la pièce manquante d'un immense puzzle. Elle retourna aussitôt à la salle des archives. Mais avant de se replonger dans les dossiers, elle prit soin de nourrir ses souris,
dans un geste méthodique, parfaitement orchestré. La machine était lancée. Patience venait d'entrer dans un état second. Entièrement absorbée par l'enquête, elle ne pensait plus à rien d'autre. Pendant ce temps, Béa et son équipe remontaient la piste des mystérieux cigares de marque Beez. Mais avant même qu'ils ne puissent approfondir, Béa reçut un message. C'était Patience. Elle venait de faire une découverte cruciale. Elle tira un tiroir, révélant un tableau d'enquête parfaitement organisé, avec des fils rouges, des notes, des images. Un véritable tableau de génie. Avec calme, elle expliqua. La scopolamine est parfois produite naturellement par des levures. Et dans certaines régions d'Amérique latine et d'Amérique du Sud, cette substance peut se retrouver dans des produits locaux, comme le cigare Beez. Et un souvenir la frappa. Sur l'étagère du cabinet du psychologue, elle avait aperçu un guide de voyage sur Beez. Or, ce livre n'était pas là quand elle était enfant. Cela prouvait que le médecin s'y était probablement rendu récemment, juste avant sa mort. Elle approfondit l'enquête. En fouillant les réseaux sociaux de la deuxième victime, elle retrouva une photo prise en salle d'attente d'un aéroport en 2016. Le lieu, Beez. Et le troisième, elle découvrit dans ses anciens documents une fiche de vaccination internationale. Ce dernier, un expert du CPS, s'était également rendu à Beez pour le travail. Tous les indices convergeaient. Ba et Patience se précipitèrent dans l'entreprise où l'un des défunts avait travaillé. Sur place, elles furent reçues par Cooper, le directeur marketing. Il admit avoir représenté la société lors d'un événement à l'étranger en 2016. Mais se souvenait-il des autres participants? Non. Il expliqua que la liste des voyageurs devait d'abord être validée par le service juridique. Mais Patience remarqua quelque chose. Elle déclara calmement. Cooper n'est pas son vrai nom. Pris de court, l'homme sourit, puis admit: j'utilise un pseudonyme pour faciliter les affaires à l'étranger. Mais ce sont des données personnelles. Sans mandat, vous ne pouvez rien me demander. Le pièce manquante du puzzle était là, sous leurs yeux. Mais elle leur échappait. Cette nuit-là, Patience était hors d'elle, incapable de dormir, de manger, de penser à autre chose. Elle ruminait, bloquée à une marche du sommet. Le président de l'association de soutien, en voyant son état, prit une décision radicale. Il allait briser les règles, et au matin, tout changea. Grâce à ses contacts, il obtint enfin le vrai nom espagnol de Cooper. Et ce fut un choc. L'homme avait un casier judiciaire. Il avait déjà été condamné pour trafic de femmes. Mais dans ce pays, ce type de transaction est légal, une horreur impunie. Alors, si ces 4 psychiatres s'étaient rendus ensemble à Beez, quel secret inavouable pouvait-il y avoir enterré? C'est alors que Patience et le président revinrent avec une nouvelle bombe. Car oui, le président avait une petite amie, une hackeuse. Et ce qu'elle venait de découvrir allait faire voler cette affaire en éclats. Grâce à la petite amie hackeuse du président de l'association, ils parviennent à infiltrer le serveur de l'entreprise. Et là, les révélations s'enchaînent. Non seulement elle met la main sur la liste complète du personnel ayant voyagé à l'étranger, mais elle découvre aussi une preuve accablante dans les emails de Cooper. Un certificat de location de bateau émis par une compagnie maritime accompagné d'un contrat d'assurance. Sur le document, 4 noms, celui de Cooper et ceux des 3 victimes décédées. Le lien est désormais indéniable. Mais le système du serveur est équipé d'un logiciel anti-intrusion. Une fois la brèche détectée, il est déjà trop tard. S'ils n'agissent pas immédiatement, Cooper pourrait s'enfuir. Et ils avaient vu juste. Au même moment, Cooper termine de boucler ses valises, ramasse une grosse liasse de liquidités, puis un bruit frappe à sa porte. Toc, toc. Le personnel d'entretien, il avait prévu une séance de nettoyage, mais tout bascule. Lorsque Béa arrive sur place, elle découvre Cooper, figé, hagard, debout sur le toit de l'immeuble. Un policier tente de l'approcher. Trop tard. Cooper saute, un autre suicide. Mais cette fois-ci, quelque chose cloche. La serrure de l'appartement est intacte. Pourtant, le coffre est ouvert et à l'intérieur repose la moitié d'un cigare Beez. Patience remarque un détail capital. Du papier d'emballage traîne au sol, tout près. C'est ici que le coupable a soufflé la poudre anesthésiante au visage de Cooper. En observant attentivement un meuble, elle remarque une anomalie. Une seule moitié du meuble a été nettoyée. Le reste est encore poussiéreux. Preuve que le criminel voulait effacer ses empreintes. Mais alors, Cooper n'était peut-être pas le tueur. Il était sur le point de fuir, certes, mais il a lui-même été piégé. Et il est encore en vie. Son pouls est faible, mais présent. Autre bizarrerie, nous ne sommes pas vendredi. Le mode opératoire du tueur en série semble avoir changé. Lors de l'analyse médico-légale, un dernier indice surgit, une empreinte digitale. Elle appartient à une femme du personnel d'entretien, Maya. Ce nom fait immédiatement tilt chez Patience. Elle se souvient, Maya était femme de ménage à l'hôtel Railway.
l'endroit même où la première victime a été retrouvée morte dans la baignoire. À l'époque, la police avait pris les empreintes de tous les employés de l'hôtel. Et maintenant, cette empreinte réapparaît sur une scène de crime. Béa aussi s'en souvient. Elle revoit distinctement Maya quittant l'hôtel précipitamment lorsqu'ils étaient venus enquêter. Ils retournent à l'hôtel, mais apprennent que Maya a démissionné. Elle a disparu sans laisser de traces. La seule chose qu'ils obtiennent, c'est un numéro de téléphone d'urgence appartenant au propriétaire du logement qu'elle occupait. Ils composent. Une boîte vocale s'enclenche, en espagnol. Heureusement, Patience comprend. Le message indique que la personne qu'il recherche serait partie la nuit précédente. Il file dans un café voisin pour retrouver le propriétaire. En entendant qu'il s'agit d'une recherche liée à une immigrée en situation irrégulière, il confirme que la locataire est rentrée chez elle la veille. Mais Béa tique, quelque chose cloche. Comment aurait-elle pu fuir hier soir, alors qu'elle a commis un crime aujourd'hui même? Elle fonce alors vers les combles, accompagnée d'un agent. Il monte les escaliers, le souffle court, et ce qu'il s'apprête à découvrir va tout faire basculer. Un bruit, une ombre, quelqu'un s'était faufilé derrière eux. Béa et l'agent se retournent. Une silhouette tente de fuir, mais trop tard. C'était Maya, l'employée de ménage. L'agent la plaque violemment sur la table de la salle à manger. Elle est maîtrisée. Et enfin, le coupable est entre les mains de la justice. Rapidement, une visioconférence est organisée avec l'ambassade du pays d'origine de Maya. Et ce qu'il découvre glace le sang. Maya est entrée au Royaume-Uni en 2016, à la même période exacte où les 3 victimes s'étaient rendues à l'étranger. Elle a aussi une petite sœur, âgée de 17 ans à l'époque, qui avait demandé un visa étudiant, mais dont aucune trace d'entrée sur le territoire n'a jamais été enregistrée. Un mystère de plus. Lors de la fouille de l'appartement, la police découvre un placard étrange. À l'intérieur, un hôtel religieux, des cigares empilés et une boîte d'allumettes tachée de sang. La propriétaire, alertée, revient sur place. Honteuse, elle présente ses excuses. Elle ignorait que sa locataire était une criminelle recherchée. Le placard, lui, était un hôtel dédié au dieu du feu, dans une obscure secte appelée Sanya. D'après la légende, ce dieu accorde vengeance à ceux qui ont souffert, en particulier aux femmes trahies par des hommes. Les cigares sont les offrandes et le vendredi, le jour le plus sacré pour ces rituels sanglants. Face à l'évidence, Maya passe aux aveux. Et là, un récit tragique éclate. Sa petite sœur voulait étudier en Angleterre. C'était son rêve. Un jour, un homme, Cooper, lui propose $500 pour une soirée sur un yacht avec 3 médecins britanniques. Aveuglée par le besoin d'argent, la jeune fille monte à bord. Maya, inquiète, attend, mais la jeune fille ne revient jamais. Seuls les 4 hommes redescendent du bateau. Plus aucune trace de sa sœur. Et ce jour-là, sur le pont, elle retrouve une boîte d'allumettes ensanglantée. C'était son seul indice. Convaincue que sa sœur a été assassinée, Maya usurpe son identité, quitte son pays et part en Angleterre pour venger sa mort. Un à un, elle retrouve et exécute les 4 bourreaux. L'affaire est désormais claire. Et au milieu de cette tempête, une étoile est née, Patience. Elle n'est plus cette archiviste murée dans le silence. Elle est désormais enquêtrice civile, membre à part entière de l'équipe de Béa. Et dès son premier jour officiel, elle prouve sa valeur. Sur une nouvelle affaire, elle est face à un corps. Elle hésite à franchir la bande jaune du périmètre de crime, puis s'avance, lentement. Elle observe et aussitôt elle lâche. Elle est morte noyée. Stupéfaction. Ses doigts sont violacés, ses paupières gonflées, et de la mousse blanche sort de ses narines. Un signe infaillible d'asphyxie par immersion. Le médecin légiste reste bouche bée, car il n'a rien vu de tout ça. Pourtant, la victime, une chercheuse de 28 ans travaillant dans un musée de paléontologie, est retrouvée dans une pièce sèche. Ni ses vêtements, ni le sol ne sont unis. Un mystère de plus. Et ce n'est pas tout. Le corps est découvert à 7 heures du matin par une femme de ménage. Mais le directeur du musée n'alerte la police qu'à 8h30. 1h30 de silence. Pourquoi? Que s'est-il passé pendant ce laps de temps? Patience le sent. Ce dossier cache encore des ténèbres. Le directeur du musée semblait indifférent, mais Patience, elle, flairait un mystère. Et ce qu'elle allait découvrir allait surprendre toute l'équipe. En fouillant les archives, elle met la main sur un rapport vieux de 4 ans. La victime avait été accusée de contrebande de fossiles. Les douanes mongoles avaient retrouvé dans ses bagages des dents de dinosaures. Mais à l'époque, son ex-petit ami s'était accusé à sa place. Il fut condamné à 6 mois de prison. Le directeur du musée, lui, paraissait irréprochable. Seul un excès de vitesse à son actif. Au même moment, les résultats de l'autopsie tombent. Œdème pulmonaire, causé par la noyade. Une fois encore, Patience avait vu juste.
Elle demande alors des tests plus poussés sur l'eau dans les poumons afin de déterminer l'endroit exact de la noyade. Mais un détail trouble la jeune enquêtrice. Sur le bras gauche de la victime, elle remarque un tatouage énigmatique. Elle n'en comprend pas le sens. Mais elle le sait, la clé du mystère est là. En fouillant le domicile de la défunte, elle découvre un échantillon fossilisé et comprend immédiatement qu'il s'agit d'une pièce de grande valeur. Sur le chemin du retour, Béa s'arrête pour apporter le déjeuner à son fils. Mais surprise, Patience arrive aussi, avec le fossile en main, et la choque. Le garçon, pourtant peu communicatif, s'exclame « C'est un bassin de dinosaures !» Il rapporte immédiatement la pièce au directeur du musée qui confirme « Elle pourrait se vendre à plusieurs dizaines de milliers de livres. » Puis, nouveau rebondissement. Patience découvre qu'une caméra de surveillance filme l'entrée du musée. Sur les images du dimanche soir, on y voit la victime rentrer ivre. À 23 heures, 10 minutes plus tard, un homme apparaît. C'est son ex-petit ami. Son passé trouble, marqué par un trafic de fossiles, attire aussitôt l'attention. Le commissaire ordonne sa convocation immédiate. Pendant que Béa dirige l'interrogatoire, elle demande à Patience de récupérer son fils à l'école. Et chose inattendue, le courant passe immédiatement entre eux. Deux personnalités singulières, mais curieusement en parfaite harmonie. Mais l'interrogatoire, lui, piétine. L'ex-petit ami est bouleversé. Il ignorait la mort de son ancienne compagne. La veille, elle l'avait appelé. Il croyait à un rapprochement. Elle voulait peut-être recommencer une histoire. Il s'est donc rendu au musée, a frappé, mais personne ne lui a ouvert. Et puis, un autre détail. Il a reçu un second appel d'un numéro inconnu. La voix, au bout du fil, était étrange, hésitante, comme alcoolisée. Mais énervé par la confusion de la soirée, il a supprimé le numéro. Aucune preuve, aucun témoignage. L'interrogatoire s'effondre. Bah rentre à la maison pour s'occuper de son fils. Le directeur du musée lui offre un jouet, mais sans mode d'emploi. L'enfant, perdu, entre dans une crise. Béa ne sait pas comment le calmer, mais Patience, elle, s'en occupe, doucement, silencieusement. Elle passe la nuit entière à chercher des documents pour assembler le modèle, pièce par pièce. Ce qu'elle ignore encore, c'est que cette nuit va marquer un tournant inattendu. Patience, épuisée mais toujours méthodique, tourne les pages d'un vieux livre scientifique. Et là, un choc. Ce symbole, ce tatouage gravé sur le bras de la victime, elle l'a déjà vu. Dès le lendemain matin, elle confronte ses soupçons. Elle compare le dessin du tatouage à celui figurant dans l'ouvrage. L'arbre de vie. Mais un détail saute aux yeux. Sur le bras de la victime, une branche supplémentaire apparaît. Une nouvelle évolution. Ni une ni deux. Elle fonce voir le directeur du musée. Il confirme, cette nouvelle branche représente une découverte scientifique récente. Mais voilà, il est occupé. Il rédige sa propre publication et refuse d'en dire plus. Frustrée, Patience retourne à l'archive. Elle se plonge dans tous les rapports de recherche de la victime, dans ses moindres notes. Et enfin, elle trouve un indice. Pendant ce temps, Béa demande un complément d'analyse au médecin légiste. Et la vérité éclate. La victime n'est pas morte sur le coup. À un moment avant sa mort, ses poumons se sont remplis d'eau. Le manque d'oxygène a provoqué un état de léthargie progressive, l'amenant à agir comme une personne ivre ou confuse. Son corps donnait l'impression d'une noyade, mais en réalité, elle s'était affaiblie lentement. Ce type de mort est extrêmement rare. Seulement 4 cas recensés en 30 ans. Grâce aux analyses de l'eau retrouvée dans ses poumons, les enquêteurs identifient un lieu précis. La carrière de Massel. Là-bas, la victime aurait rencontré un chauffeur-livreur. Mais Patience n'en démord pas. Elle continue à recroiser les faits. Et le lendemain matin, elle identifie enfin le véritable coupable. Ni le livreur, ni l'ex-petit ami, mais le directeur du musée. Pourquoi? Parce qu'à 20h27, la victime emprunte le téléphone du chauffeur pour appeler son ex. Mais à 20h14, une caméra située à 1 kilomètre de là capture le directeur en excès de vitesse. Trop proche, trop suspect. Trop précis, ce n'est pas une coïncidence. Un mandat d'arrêt est aussitôt lancé. Lors de l'interrogatoire, la vérité se déroule comme un fil qu'on tire. Béa découvre que l'article scientifique que le directeur s'apprête à publier avait été modifié récemment. Et pourquoi? À cause du fossile que la victime avait ramené chez elle pour l'étudier. En lisant son rapport, il a compris que sa propre recherche était obsolète. Puis, une pièce capitale entre en jeu. Le téléphone et l'ordinateur portable de la victime que le tueur avait jeté à l'eau sont récupérés. Les données sont encore intactes et elles confirment tout. Le directeur avait volé la découverte de la victime. Pire encore, il l'a tuée pour s'attribuer ses travaux. Son article, mot pour mot la même chose que la thèse originale de la jeune paléontologue. Il comptait même apparaître en couverture d'un prestigieux magazine scientifique. Il allait être célébré pour une découverte qui n'était pas la sienne. Finalement, acculé, il avoue. Pendant 2 ans, il avait dirigé le projet de recherche sur les fossiles. Mais c'est elle qui avait trouvé la vérité. Elle, qu'il pensait être son assistante sans importance,
avait en réalité pris de l'avance. Alors il a volé ses résultats. Et quand elle s'est approchée trop près de la vérité, il a choisi de la faire taire, définitivement. Tout s'éclaire. Ce soir-là, le directeur s'est précipité à la carrière de Massel. Il voulait négocier les droits de publication, ou plutôt racheter le silence de la jeune paléontologue. Mais elle a refusé catégoriquement. Pire encore, elle l'a accusé en face de vol intellectuel, de trahison scientifique. Blessé dans son orgueil, humilié par ses propos, il perd son sang-froid. Il arrache le carnet de notes de ses mains et le jette dans le lac. Mais à ce moment précis, elle sort son téléphone. Elle filme et menace. « Si tu continues, je poste tout sur les réseaux. » Pris de panique, furieux, il tente de l'arrêter. Un geste, un cri, une bousculade. Et soudain, elle glisse. Son corps heurte la surface de l'eau, puis disparaît dans les profondeurs. Le silence, le vide. Il reste figé, terrifié. Puis il prend la fuite, accélérant comme un fou. Voilà pourquoi il a été vu en excès de vitesse 1 kilomètre plus loin. Il croyait pouvoir échapper à la vérité. Mais la vérité, elle, ne se noie jamais. L'enquête est bouclée. Le directeur est reconnu coupable d'homicide involontaire. Il est condamné à la prison. Et au cœur de cette affaire, une transformation bouleversante. La fille timide enfermée dans ses rituels, hantée par sa différence. Patience. Elle n'est plus seulement une archiviste invisible, elle est devenue le cœur battant d'une équipe d'enquête. Et pour la première fois, elle laisse tomber sa carapace. Béa l'approche doucement, elle ouvre ses bras, et Patience, lentement, se laisse aller. Un vrai câlin, un vrai lien, une vraie victoire. Patience n'est pas qu'un simple thriller policier. C'est un voyage émotionnel, introspectif et profondément humain qui nous confronte à la différence, à la solitude et à la puissance de la résilience. Ce film ose briser les codes du genre en mettant au centre une héroïne fragile, atypique mais incroyablement brillante, dont chaque geste, chaque regard, chaque silence devient une pièce maîtresse du puzzle. La réalisation est maîtrisée, l'intrigue est intelligente, riche en rebondissements et surtout bouleversante de sincérité. On rit, on tremble, on s'attache, on s'interroge et on ne ressort pas indemne de cette expérience cinématographique. Un thriller captivant qui allie enquête criminelle et regard touchant sur la neurodiversité avec une justesse rare. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Capsule Ciné et surtout d'activer la cloche pour recevoir nos prochains résumés de films et séries les plus fascinants. Et si vous en voulez encore, une playlist exclusive vous attend juste ici. Ajoute ici le lien ou l'écran de fin, avec d'autres histoires aussi haletantes que celles de Patience. Plongez-y sans hésiter, vous ne serez pas déçus. À très vite sur Capsule Ciné.